Bienvenue à toutes les oreilles qui nous écoutent et en route pour le chapitre 7 du cartographe des Indes boréales. La forteresse de Sagres. Le galion espagnol avait embarqué Isco le jour de ses 14 ans sur la côte de Navarre. Carmelo l'avait accompagné, traversant les Pyrénées avec une cargaison de contrebande hollandaise destinée à un marchand espagnol qui se moquait du blocus. Les deux amis avaient peu parlé, le cœur serré. Pierre de l'Ancre n'avait pas menti. Ses amitiés se défiaient des frontières et survivaient aux conflits qui opposaient les pouvoirs terrestres. Pasquale avait obtenu qu'Isco reste à Saint-Jean-de-Luz jusqu'au départ de sa prochaine campagne de chasse pour le Spitzberg. Début mars 1629, le temps était venu, et Pasquale n'avait eu d'autre choix que de laisser son fils suivre le destin que le juge de Bordeaux lui avait tracé. Isco comprenait mal cette réserve. Le dernier jour avait été le pire. Isco le mesurait au silence de son père, plus pesant encore que d'habitude. Alaya exprimait sa peine à sa façon. Agitée, ce qui ne lui ressemblait pas, plus noire, plus cassante, ouvrant parfois ses bras en grand pour envelopper Isco qui ne savait plus que faire, peu habitué à de tels épanchements. En croisant le regard de sa mère, il crut à un assentiment, voire à de la fierté. Lorsque Carmelo était venu le chercher, tenant le premier âne de bât chargé de ballots par une corde, Pasquale était sorti de son mutisme. Il avait posé ses mains sur les épaules d'Isco. « Ce n'est pas notre décision, mais nous devons la suivre. Tu dois la suivre. » Isco, saisi par l'instant, avait la gorge serrée. « Tu es maintenant entre les mains du juge de l'Ancre et des hommes qu'il mettra sur ta route. Reste dans la crainte de Dieu et du roi, et prie pour nous. » Isco avait été impressionné par la solennité du message, autant que par l'air sombre de Pasquale. « Obéis à toutes ses instructions. Il y va de ta vie et de la nôtre. »« Père, que voulez-vous dire ?» Alaya ne prononça pas un mot. « Un jour peut-être tu comprendras. Va maintenant et ne nous juge pas. » En laissant Isco embarquer dans cette crique non loin de San Sébastien, Carmelo le prit par le bras. « Tu reviendras ? Dis l'année prochaine, tu sais. » Comment pourrais-je oublier ? Isco sourit, triste malgré lui. Où serait-il l'an prochain ? La mise en garde mystérieuse de son père lui pesait. Carmelo accompagnerait Pasquale à la chasse à la baleine, à sa place. Mais qu'opposer au destin, au service de la foi ? Pierre de l'Ancre lui avait offert une Bible toute simple à la couverture en peau de chèvre. Elle pesait lourd, mais Pierre de l'Ancre lui avait assuré qu'elle valait tous les sauf-conduits là où il se rendait. « Tu me promets que tu la liras, et jure de revenir. »« Carmelo, je jure, mais écoute-moi. » Durant leur traversée silencieuse des Pyrénées, Isco avait réfléchi. Les visions de cette Vierge verte le hantaient. Alors que Pedro Núñez, le capitaine du galion, le pressait d'embarquer, Isco raconta à Carmelo le naufrage du Vasa, tel qu'il ne l'avait confié à personne. Pas seulement l'abandon de Christina, cela il s'en était ouvert à Pierre de l'Ancre, mais aussi la femme au visage ensanglanté et l'enfant sauvé de la noyade. Cette femme, Carmelo, était une jeteuse de sortilèges, une de ces femmes qui fait peur, on en fait des cauchemars. Un pasteur m'a juré que c'en était une. Je n'en ai parlé à personne, trop peur que le sortilège tombe sur celui qui m'écouterait. Pardonne-moi, Carmelo, mais il fallait que je le dise à quelqu'un. Les yeux bruns de son ami se durcirent. Il accusait le coup. Lui aussi craignait Dieu et tous les démons de la création. Sa poitrine se soulevait, celle d'Isco aussi. Carmelo prit Isco dans ses bras, le serra contre lui. Cette femme, que Dieu nous garde, toi et moi. Mais cet enfant, tu lui as donné vie une deuxième fois. Tu es comme son père maintenant.
La chaloupe attendait, les marins s'impatientaient, pressés de rejoindre le galion dont on hissait les premières voiles. Isco sauta à bord. Carmelo, de l'eau jusqu'à mi-cuisse, le serra encore dans ses bras. « Promets-moi de faire attention à cet homme, Isco, ce juge. Il a causé bien du malheur chez nous. »« Je ne crains rien, Carmelo. Ce juge travaille pour le salut de Dieu, pour chasser le démon. Si je fais ce qu'il me dit, il me protégera, c'est évident. » Il ne fallut que quelques jours au galion pour rejoindre le sud du Portugal. Le navire, bien que battant pavillon des Habsbourg, s'était maintenu à distance raisonnable de la côte qui pullulait de corsaires et de pirates. Le capitaine, un rescapé des geôles algériennes où il avait croupi 4 années avant d'être racheté, avait accepté qu'Isco suive le tracé des cartes. « On veut faire de toi un cartographe, paraît-il, » lui avait jeté le capitaine. « Tiens, regarde, il ne sera pas dur de faire mieux. » Il lui jeta sous le nez une carte allant du Labour à la côte occidentale du royaume castillan, s'arrêtant à la frontière portugaise. Isco découvrait une carte marine pour la première fois. Derrière ses dessins et ses silhouettes de la côte, Isco devina la rune tout en haut de la carte. Ce coup de plume sans grâce et sans talent rendait si mal compte de sa montagne qu'Isco rejeta la carte, arrachant un rire à Nunez. L'homme de vigie annonça le cap Saint-Vincent alors que la messe quotidienne finissait sur le pont du Galion. On allait quitter l'Atlantique pour entrer en Méditerranée, à la pointe extrême du continent. Le soleil couchant jetait ses teintes chaleureuses sur les murs blanchis d'une forteresse qui dominait une falaise brillant de 1000 petits reflets. C'est derrière ces murs, lui avait-on dit, qu'il découvrirait les secrets les mieux gardés du cosmos et des cartes, dans cet antre du savoir qu'Henri le navigateur avait érigé en son temps, un siècle plus tôt, pour repousser les limites des océans. La réputation de l'école de cartographie de Sagres se colportait de port en port à travers tout le monde chrétien. En approchant du promontoire où la forteresse avait été bâtie, Isco s'aperçut que les 1000 éclats qui brillaient sur la falaise étaient autant d'oiseaux. Jamais il n'en avait vu une telle quantité. Le capitaine Nunez choisit de contourner le cap Saint-Vincent à cause des vents violents de l'Atlantique. Nunez lui affirma que c'était cette situation propre au cap Saint-Vincent, exposé à des vents et des courants de toutes sortes, qui en faisait un point d'observation si couru. « Est-ce ici que vous avez appris la navigation ?» Pedro Nunez éclata de rire. « On apprend la navigation en naviguant, en étant ballotté par les ouragans à en perdre l'âme, en hurlant tous les saints de la création, en découvrant trop tard les rochers les plus diaboliques que la terre puisse faire jaillir de ses entrailles, en priant son Seigneur de nous accorder une mort rapide, fracassée par des vagues monstrueuses. » Isco se redressa. Jamais son père, tout croyant fut-il, n'aurait dressé un tel portrait de son métier de marin. « J'apprendrai à maîtriser ces dangers, » lança Isco d'un air de défi. « Grâce à mes cartes, les hommes de la mer voyageront en paix avec les éléments et en harmonie avec le Christ. » Tu es jeune, Isco, mais tu es fier. Que le ciel t'entende. Nunez donna ses ordres. La barque fut mise à la mer. « Et n'oublie pas ta Bible, » cria Nunez. « Elle te servira plus que nos cartes qui répondent parfois à des dessins mystérieux, crois-moi. » 4 matelots laissèrent Isco au fond de la crique. Et il posa seul le pied-à-terre dans ce sanctuaire à l'abri des vents, juste à l'est de la forteresse de Sagres. Isco regarda au-dessus de lui. À sa gauche, la forteresse était plongée dans l'obscurité. Il s'avança vers quelques cabanes sur la petite plage. Des femmes assises par terre réparaient des filets. Son lourd sac à l'épaule, Isco montra à l'une d'elles la forteresse là-haut. Elle lui répondit dans sa langue, lui indiquant une direction qui partait derrière le village. Isco se mit en route. Il croisa 3 enfants vêtus de haillons qui transportaient du bois sur leur dos. On ne croisait pas une telle pauvreté à Saint-Jean-de-Luz, à part parmi les cascarottes ou les morisques. Il lui fallut une demi-heure d'un sentier grimpant à flanc de falaise pour atteindre la porte de la forteresse.
La muraille barrait toute la largeur du promontoire. L'école de cartographie et de cosmologie, qui allait être sa maison pour les années à venir, lui tendait les bras, mais son accès se méritait. Ici, lui avait affirmé Pierre de l'Ancre sur la foi des informations qui circulaient depuis des décennies, on formait les meilleurs cartographes du monde chrétien. D'un geste qu'il voulut ferme, Isco frappa à la double porte en bois. Après un long moment, l'un des pans s'ouvrit sur un soldat. Isco expliqua qu'il venait pour l'école. Le soldat le toisa, referma la porte. Isco entendit un appel, un rire étouffé. 3 minutes plus tard, un officier portugais ouvrit de nouveau. Sa silhouette était assez fine, mais ses doigts épais et noueux brouillaient cette première impression. L'homme aux cheveux et aux favoris noirs avait d'ailleurs le front barré de sillons épais. Ses yeux bruns très mobiles détaillaient le jeune basque de la tête aux pieds, mais il ne faisait pas un geste pour lui laisser le passage. Qu'importe, Isco se sentait plein d'entrain. Cet officier à l'air revêche allait l'emmener au responsable des études, lui présenter les autres étudiants qui ne devaient pas manquer d'habiter le lieu. Isco, tout en cherchant à déceler des traces de cette activité studieuse derrière les épaules du militaire, précisa en espagnol ce qui l'amenait. L'officier le regardait avec un air surpris, lui demanda de répéter. Isco raconta d'où il venait, qui l'envoyait, Saint-Jean-de-Luz, Pierre de l'Ancre, un juge respecté du Parlement de Bordeaux, ami de plusieurs inquisiteurs qui avaient dû le recommander. « Qu'est-ce que tu viens faire ici » demanda l'officier qui ne paraissait pas comprendre. Cet officier était-il ignorant ? Que venait-on faire à Sagres, la plus grande école de cartographie au monde ? Isco expliqua, montra sa lettre de recommandation. Le Portugais écarta le document et partit d'un immense rire qui fit tomber son large chapeau de feutre. D'autres hommes en uniforme le rejoignirent à la porte. L'officier ramassa sa coiffe et leur raconta, puis il se calma, mains sur les hanches, jambes écartées. Il regarda longuement Isco, puis d'un mouvement que le jeune garçon ne vit pas venir, l'officier lui flanqua une formidable gifle qui le projeta à terre. « Bienvenue à Sagres, imbécile de français !» Voilà, merci pour votre écoute et rendez-vous demain pour la suite des aventures et le chapitre 8.